Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence. Laetitia et Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire. Et aujourd'hui, dans l'émission Femmes en Lumière, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Virginie Durand, une femme aux facettes innombrables. Alors, journaliste, consultante en communication, enseignante à la Sorbonne, scénariste, mère de famille, autrice, chanteuse lyrique, performeur et même moissonneuse du ciel. On s'y perdrait presque si cela n'était parfaitement assumé de sa part. Et en effet, elle a simplement décidé d'expérimenter la vie. Et, férue de rencontres vraies, elle nous transporte dans des univers, à l'imaginaire toujours foisonnant, aux personnages parfois fantasques et hauts en couleur, mais toujours tellement attachants. Elle crée pour nous des histoires qui font écho à notre intimité profonde, à l'amour, la mort, la vie, le temps, la multidimensionnalité, toujours avec un humour et une poésie rares. C'était donc une évidence pour nous que de la recevoir dans Femmes en Lumière. Bonjour Virginie. Bonjour les humaines. Nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui. Alors peux-tu te présenter en quelques mots, même si Myriam a déjà bien commencé? C'est vrai qu'elle a moissonné pas mal de choses là. Alors pour me présenter, je crois que il faudrait se présenter chacun de cette manière, hein. C'est-à-dire remonter aux sources, remonter à nos racines, remonter à notre enfance finalement et à ce qui nous appelait lorsque nous étions enfants. Et c'est peut-être cette espèce de révérence que j'ai envie de faire envers mon enfance qui va expliquer, je l'espère, ce que j'essaie aujourd'hui, comme le disait Myriam, d'expérimenter. Lorsque j'étais enfant, c'est l'intérêt et la grande chance de chaque vocation. Vocation, c'est vraiment ce qui nous appelle. J'avais en quelque sorte 3 voix qui venaient me chuchoter à l'oreille. La voix, effectivement, de fonder une famille, de rencontrer l'amour, ça c'était quelque chose d'absolument essentiel pour moi. La voix de la transmission, même si je ne l'appelais pas comme ça encore à l'époque, hein, j'étais enfant, j'avais 7 ans, je voulais devenir institutrice, comme on disait à l'époque. Et puis aussi la voix, dès que j'ai eu un crayon et un papier entre les mains, la voix d'écrire des mots, de tisser des phrases et de raconter des histoires. Et je pense que c'est vraiment ces 3 petites voix qui m'ont murmuré à l'oreille à peine âgée de 7 ans, qui ont fait que ma vie a été déterminée par ces 3 boussoles. Eh bien, dis donc, des boussoles, on sent qu'il y en a en tout cas plusieurs et qu'elles tournent. Alors, tu ne te définis pas d'emblée finalement comme une artiste? Non, pas du tout. Mais alors, que veut dire pour toi ce mot qu'on utilise quand même beaucoup? On l'utilise, c'est vrai, il est dévoyé, il est galvaudé, en tout cas dans mon esprit. Donc là, ce que je vais exprimer, c'est juste une opinion, en tout cas une vision personnelle. Je ne dis pas que je ne détiens la vérité. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui cherche le bien, le beau, le bon, le vrai, pour tirer une révérence envers nos ancêtres, non pas les Gaulois mais les Grecs. Et à partir de là, je pars du principe que on peut être artiste dans chaque fonction sociale que l'on occupe. Alors il y a des artistes bouchers, il y a des artistes pharmaciens, des artistes médecins, des artistes maçons, mais également dans chaque regard, dans chaque geste, dans chaque parole qui nous occupe, qui nous prend, qui nous tire. Et partant de ce principe-là, je pense que un artiste, c'est quelqu'un qui peut savoir bien vieillir, c'est quelqu'un qui peut savoir bien écouter, c'est quelqu'un qui peut savoir bien élever ses enfants. Un artiste, c'est quelqu'un qui est un bon voisin. Un artiste, c'est quelqu'un qui n'oublie jamais de réintégrer l'autre sur son chemin. Et alors toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans ce métier d'artiste, performeur en l'occurrence? Comment tu es devenue à ces petites voix qui te chuchotaient à l'oreille dès tes 7 ans à aujourd'hui cette femme
multi-artiste, en tout cas, comme tu le dénommes. Ouais. Alors, je pense que les mots, ça a vraiment été déterminant. Donc, toute petite, j'ai écrit des poèmes, des pièces de théâtre, des romans, des histoires, des nouvelles. C'était, je pense, vraiment inhérent à mon essence personnelle. Donc, c'était logique ensuite de tirer tous les fils possibles et imaginables, que ce soit le fait d'être sur scène et de dire des mots, que ce soit le fait d'être sur scène et de chanter des mots, de faire des récitals, que ce soit le fait de transmettre des mots, une parole, un message, etc. Donc, il y avait vraiment une logique inhérente à ce que j'étais, que je n'ai pas forcément, que je n'ai pas forcément cherché. C'était là, c'était au même titre là que le fait de vouloir avoir des enfants. C'était vraiment l'appel du mot, l'appel de l'enfant, l'appel de la transmission. Et alors, comment est-ce que tu as combiné tout ça? Parce qu'alors, on voit que il y a quelque chose qui se dessine de façon très très claire, donc très très jeune, ce qui est quand même assez rare. Tu nous dis qu'à l'âge de 7 ans... C'est une chance. Ouais, c'est gratitude. Ouais, gratitude, parce que c'est une chance. Et oui, d'avoir comme ça... on parlait de boussole, justement, tout à l'heure. Alors là, pour le coup, elles étaient hyper claires. Tu disais même que t'as été un peu appelée, finalement. C'est pour ces 3 missions. Ça, c'est une chance, comme tu dis, assez extraordinaire. Mais du coup, comment ça se combine, parce que bien évidemment t'as d'abord t'as tes études, tu grandis quand même, donc 7 ans, il y a tout ça, mais ensuite tu évolues, t'es ado, tu te lances quand même, tu fais des études, et puis ensuite tu la fondes, ta famille, tu la vis, ton histoire d'amour. Comment ça se passe tout ça? Dis-nous. Alors ça se passe avec beaucoup d'insouciance déjà. Je pense que dans l'époque que nous vivons, il manque beaucoup d'insouciance, il manque la légèreté, la légèreté d'être ouvert à la main qui se tend, la légèreté de savoir saisir les occasions et de les provoquer. Parce que je pense que quand on est dans l'insouciance et dans la légèreté, il y a quelque chose qui s'ouvre en nous et qui permet justement à notre propre nature de nous rejoindre et de nous dire viens, c'est par là. Et j'ai pris beaucoup de chemin avant d'arriver à faire ça, que ce soit par les études, etc. Alors c'est quoi les études? Alors les études, j'ai fait des études d'histoire, de sciences politiques. J'ai fait après un 3e cycle de sociologie des organisations. Parallèlement à ça, il y avait la scène, le chant, donc j'ai fait le conservatoire. Et puis très très vite, je me suis mariée pour fonder une famille, parce qu'à nouveau. Tu avais quel âge à l'époque? Alors j'ai eu mon premier enfant à 27 ans. D'accord. À 27 ans, et puis les autres, je les ai enchaînés. Bon, donc voilà, votre première vocation réalisée. Donc là, c'était bon, quoi. À 32 ans, j'avais fait mes 3 gosses, c'était bon. Mais donc là, t'es salariée, là, à ce moment-là. Alors, t'as une activité. J'étais salariée, là, t'es pas dans l'insouciance la plus absolue, là, quand même. Là, tu dois assurer tes arrières un peu, non? Si, ouais. Disons que je voulais absolument faire des enfants en étant salariée, parce que je me disais que les congés maternité, en étant freelance, etc., c'était pas pour moi. Je voulais un minimum effectivement de sécurité. Je pense que peut-être j'aurais pris une autre décision si j'avais vécu plus tard, mais à l'époque Internet n'existait pas. Fallait que je fasse un réseau professionnel avant de me lancer comme ça seule. Et ce réseau professionnel, je ne pouvais le faire que dans le dur en fait. Donc effectivement, j'ai été salariée pendant 5-6 ans, le temps de faire mes enfants. Et puis parallèlement, très vite, je suis passée à mi-temps. Oui, c'est ça, voilà. Voilà, parce qu'il fallait que j'écrive des bouquins. Et voilà. Alors, je sais qu'il y a eu un déclic quand même par rapport à l'écriture. Comment est-ce que tu voyais ça, là, le fait d'être écrivaine? Ouais. Alors écrivaine, j'aime pas trop ce mot. Autrice. Autrice, je trouve ça d'une laideur absolue. Mais c'est parce que je suis musicienne, tout ça. C'est d'accord. C'est une histoire donc de autrice, je trouve ça très laid. Et écrivain, quand j'entends écrivain, ça me va bien parce que je vois des écrits qui sont vains, c'est-à-dire des écrits qui s'inscrivent nulle part, qui ne laissent pas de traces. Et ça me va bien, moi, par rapport à ce que j'estime devoir être notre humilité. Quand on dit écrivaine, moi, ce que je vois, c'est des cris. Et je vois des veines avec beaucoup de sang. Donc une écrivaine, je vois une femme hystérique
qui hurle dans le son. J'ai pas envie d'être assimilée à ça. Bon, donc, ok, Laetitia. Mais donc en fait, on va dire hein. écrivain, et on dira auteur et après vous mettez un E si ça vous amuse. Oui, c'est ça. Non, mais c'est intéressant, tu vois, parce que c'est vrai qu'en plein débat aujourd'hui autour de l'écriture inclusive, de comment on fait en sorte que les petites filles puissent se projeter dans des métiers, tu vois, qui étaient dévolus aux hommes. Et d'ailleurs, hein, tu me disais, tu nous disais en préparant cette interview que tu avais une vision, toi, des écrivains. Pour toi, un écrivain. Ouais, quand j'étais enfant, pour moi, un écrivain, c'était soit vieux, soit mort, quoi. Non mais concrètement, vrai, hein, et je voyais l'écrivain sous sa soupente là, en train de mourir parmi les toiles d'araignée. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire? Alors, c'est vrai qu'il y a eu un déclic, c'est-à-dire que je me suis retrouvée avec un de mes enfants en neurochirurgie, avec le risque de séquelles extrêmement graves. Et là vraiment, même si j'étais consciente de ma finitude, et je dis contente de ma finitude parce que oui, le lapsus est révélateur. Est tout à fait, tout à fait juste. Même si j'étais consciente de ma finitude, je me suis dit attends là, c'est vraiment trop précieux. Il y a quand même une histoire de fulgurance, de fugacité, de préciosité, de rupture dans la vie. Et je me suis dit, il faut que j'écrive pour mes enfants. On ne sait jamais ce qui peut m'arriver, et on ne sait jamais dans quelle mesure ils me connaîtront un jour. Et j'ai par conséquent commencé, même si j'avais déjà écrit beaucoup de trucs, comme je vous l'ai dit. J'ai participé très modestement à des concours de nouvelles, à droite, à gauche, et puis je me suis rendu compte que ça marchait, quoi. Et donc c'est là que j'ai décidé d'écrire mon premier bouquin. Tu avais quel âge? Alors là, j'ai commencé à écrire Emarovski. J'avais 28 ans. Ah oui, donc toute jeune maman là. Ouais. Toute jeune maman, oui. Mon fils avait 5 mois. Tout à fait. Ouais, toute jeune maman, ouais. Incroyable. Bien. Alors, on est très curieux d'en savoir encore plus. Alors, pour le moment, on va faire une première pause musicale. On va t'écouter dire des mots de Verlaine. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter en 2 mots? Oui. Il s'agit donc d'une composition personnelle sur un poème de Verlaine qui s'appelle Après 3 ans. Je chante accompagnée d'une shruti box. D'une shruti box, qui est un instrument indien, qui est une sorte de bourdon, c'est-à-dire que je suis sur une seule tonalité et je module les mots de Verlaine sur une seule tonalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça laisse de la place au texte, et la musique est là pour sous-tendre le texte, et non pas, comme ça peut arriver parfois, pour l'envahir. Je précise que j'ai enregistré ça vaut la peine de le savoir, dans mon garage. Tu avais quel âge à l'époque? Alors ça, je peux pas vous dire de quand ça date. Je me souviens plus exactement. Hein. Mais après ton déclic d'écriture. Ah oui, bien sûr, ça c'est beaucoup plus récent. Ouais. Et ce que je voulais dire aussi, mince, je me souviens donc plus. Donc c'est enregistré dans ton garage. Mon garage, voilà. Donc c'est c'est vraiment la voix extrêmement pure. Hein. C'est une impro, ça n'a pas du tout été mixé, remixé. C'est absolument pas touché. C'est la voix pure, hein, telle qu'elle devrait être, je pense, quand on chante. Eh bien, on va écouter ça tout de suite. Fait toujours sembler
Vous êtes bien sur IDFM Radio. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Virginie Durand, performeur et auteure, est notre femme en lumière du jour. Virginie, tu nous disais dans tes domaines de prédilection que sont tes parcours initiatiques, les cheminements vers la lumière et la reprise de sa souveraineté. Ouais. Alors ça demande une sensibilité particulière. Ouais. D'ailleurs, tu te dis poreuse. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors ça veut dire plusieurs choses. C'est pour ça que tout à l'heure, je pense que j'ai fait ce lapsus en disant je suis contente de ma finitude. Ouais. Ça aussi, c'est, je pense, essentiel. Et la mort a été ma compagne de vie, je crois, à chaque seconde. Elle m'a toujours accompagnée comme une bonne amie et non pas comme une menace. Oui. Parce que on sait tous que nous sommes mortels. On le sait tous. C'est notre seule et unique et commune certitude. Mais est-ce qu'on le sent ? Est-ce qu'on le sent ? Non. Non, on le sent pas. Si on le sentait, et c'est ce que j'ai essayé de faire, voilà ce qui se passerait. On profiterait de chaque seconde de la vie, on densifierait ce que nous sommes, nous nous tendrions de manière presque démultipliée à la fois vers l'autre et vers ce que nous sommes. Nous nous déploierions comme des arbres et nous saisirions toutes les occasions, tous les champs, toutes les fleurs qui nous sont tendues comme autant de petits soleils. Est-ce que c'est ce que l'on fait ? Ben non, concrètement non. Quand on est conscient de notre finitude, je crois qu'il y a un truc qui se joue. En tout cas, c'est ce qui s'est joué pour moi. Et je peux vous raconter cet épisode parce que à l'époque j'avais 15 ans et ça a été complètement déterminant. J'ai lu dans la préface du mythe de Sisyphe une phrase de Camus. Je peux pas du tout vous dire de quelle phrase il s'agissait, même si j'ai dû la noter quelque part. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une phrase qui n'avait rien à voir avec la finitude, ni avec la mort, ni avec le suicide. Mais en tout cas, quand elle est venue en moi, quand je l'ai engrammée et gravée en moi comme sur une pierre, elle a déployé le savoir suivant. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que le suicide, et je fais pas l'apologie du suicide, attention, je fais l'apologie de la vie, c'est que j'ai réalisé que le suicide, c'était en quelque sorte un acte ultime de liberté. Et cet acte ultime de liberté me libérait non seulement de la mort, mais aussi de la vie. C'est-à-dire que puisque j'étais libre de mettre fin à ma propre vie, j'étais libre de mener ma vie comme je l'entendais. Et cet acte de libération, cette conscience de la mort, non pas comme une menace, comme une peur, mais vraiment comme une compagne, a été pour moi complètement déterminante. Alors, donc ça, c'est cet épisode. Épisode, en tout cas 15 ans. Ouais. Une phrase comme ça, une fulgurance d'un auteur qui te marque. Ouais. Et puis il y a la vie aussi qui t'imprègne de ça. Il y a des événements forts qui t'arrivent. Oui, alors la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Là encore, tout le monde le sait, mais est-ce que tout le monde le sent ? J'en suis pas sûre. La vie est d'une violence absolument infinie. La société. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Est violente. Alors ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis retrouvée veuve avec 3 enfants en bas âge à l'âge de 39 ans. C'est quand même jeune. Je suis artiste, je travaille pas forcément avec des revenus qui permettent de faire bouillir la marmite. Oui, tu t'es déjà lancée à ce moment-là ? Oui, bien sûr. Et je me retrouve avec 3 bouches à nourrir. Voilà. Donc ça fait un truc assez étonnant. Alors comment tu l'accueilles du coup ? Alors d'abord, je l'accueille sans aucune colère et sans aucun sentiment d'injustice.
Parce que je sais que la vie n'est ni juste ni injuste. Ça, je l'ai toujours su. La vie, elle est, et elle se contente d'être. Elle n'est pas là pour répondre à nos critères de justice, d'injustice, de je mérite pas ça, de elle aurait pu, je comprends pas, de réciprocité. La vie n'est pas un partenaire de réciprocité, c'est pas vrai. Et alors, comment tu fais pour vivre avec tes 3 enfants, avec ce deuil qui s'annonce à toi? Alors, je suis triste. Alors, je suis très, très triste. Évidemment. Et là, je décide, c'est ce que je raconte dans mon bouquin Miettes de crabe, je décide de me donner des rendez-vous avec moi-même. Donc, je décide pendant un mois de ne rien faire. Rien. Juste pleurer. Rien. Après, je décide de gérer tout ce qu'il y a à gérer. Les papiers, l'horreur. Et puis, je me dis, dans 6 mois, je reviendrai. Je me suis vraiment donné des rendez-vous avec moi-même. C'est-à-dire que je me suis autorisée à pleurer, à devoir gérer le quotidien, et puis aussi, après, à revenir à la vie. Alors, pour revenir à la vie, c'est pas évident, parce que j'avais plus du tout envie de chanter. Oui. Alors là, pas du tout. Hein. Oui, alors que c'est quelque chose qui était coutumier chez vous. Tu partageais le chant, la musique avec le papa de tes enfants. C'était l'expression de la joie dans la famille. Complètement. Mais alors, ce qui m'a marqué quand même, et ça aussi, ça a été un épisode assez marrant, c'est que chez le notaire. Donc, ça devait être, je sais pas, 1 ou 2 mois après la mort du père de mes enfants, qui s'appelait Gilles. J'ai piqué un fou rire, mais avec mes copines. Mais un fou rire de dingue chez le notaire. On était à pisser de rire toutes les 3. Et là, je me suis dit, premier fou rire de veuve. Qu'est-ce qui se passe? La vie est là. La vie est là, ça repart. Et alors, donc on sent un rapport à la vie, à la mort, à ce temps qui passe, assez fort, à travers toi. Et dans sa présentation, Myriam a parlé de moissonneuse du ciel. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Ça aussi, c'est un truc, je pense, déterminant par rapport à la couleur énergétique qui est la mienne aujourd'hui. C'est que mon père était médium, canal. Quand je dis médium, ça veut pas dire qu'il était voyant et qu'il lisait la bonne aventure. Hein. C'est vraiment qu'il recevait des messages du ciel. Il a vécu toute sa vie comme ça. D'ailleurs, il a vécu de ça. Hein. Les gens venaient le voir pour ça. Il y en a tellement, et moi je te remercie d'en parler, Virginie, vraiment, parce que c'est des choses dont on ne parle plus, ou en tout cas qui sont considérées comme des lubies ou même tabous parfois. Et c'est quelque chose qui est en vérité tellement présent et qui manque tellement dans nos sociétés, en fait, tu vois, aujourd'hui, je trouve, de savoir accueillir ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même eu du progrès. Hein. Moi, je me revois quand j'étais enfant, il y avait une espèce de grosses chapes sur ce genre de trucs. Ouais, mais aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, il y a quand même des trucs qui parlent de ça, des chamans qui témoignent. D'accord. Donc ça te vient de ton papa alors cette donc ça me vient de mon papa et donc voilà quoi. Moi j'ai toujours eu et toujours su et toujours vécu dans des strates dimensionnelles autres que celles où nous sommes, à telle enseigne que je suis pas sûre d'être là devant un micro en train de vous parler, hein, franchement. Ça reste quelque chose de possible, mais aussi d'improbable. Virginie Schrödinger. Je vais t'appeler comme ça, en fait, maintenant. Virginie Schrödinger. Et alors, du coup, cette sensibilité que tu as de par ton papa, moissonneuse du ciel, est-ce que ça t'a aidé dans la vie? On sent une grande sensibilité sur tous les sujets que recouvre la vie. Est-ce que, par exemple, quand tu as perdu ton mari, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu as eu des signes de lui? Oui, absolument. Alors, je tiens pas forcément à en parler, mais je peux vous donner un épisode qui m'est arrivé récemment pour éclairer un peu de quoi il s'agit, parce que évidemment,
Ceux qui m'entourent autour de moi sont là pour m'aider. Hein, de ce point de vue-là, l'équipe du ciel, elle est là aussi pour m'aider et pour m'écouter. Donc cet été, je donnais un récital qui s'appelle 17e ciel, et c'est vrai, et c'est tout à fait normal hein, quand on est en mode création. C'était une création, je traversais une grosse période de doute, quoi, parce que quand on est en création, on sait jamais, quoi. Si c'est ça, il faut y aller, s'il faut pas y aller. Est-ce que c'est l'ego qui est devant? Est-ce qu'on répond vraiment à des injonctions de la vie? C'est très difficile quand on est dans la proaction. Recherche de sincérité, d'authenticité. De savoir si on est dans la justesse ou pas. C'est ça. Et donc, je commence à accueillir les gens parce que j'accueille toujours les gens. Je fais jamais d'entrée en scène. Moi, j'accueille les gens. Je leur parle. Je trouve ça vraiment incroyable d'arriver sur scène et de dire coucou, c'est moi. Enfin, bon, bref, moi, j'accueille les gens quand ils rentrent dans les salles. Et donc là, j'accueille une vieille dame avec un cœur battant sur ma poitrine que je tenais de ma main gauche et que je faisais battre, là, un gros cœur rose. Et je lui demandais, connaissez-vous l'amour? Connaissez-vous l'amour? Et là, le récital n'avait pas commencé. Hein. Et j'avais posé cette question au ciel, hein, est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? J'étais vraiment dans ce doute. Et donc là, elle va fouiller dans son sac et elle me met comme ça dans la main un truc là. Je vois pas très bien ce que c'est au départ. Et en fait, elle m'a mis dans la main une custode. Je sais pas si vous savez ce que c'est qu'une custode. Pas du tout. Non, mais on va en apprendre tellement des trucs là. Alors, dans cette une émission. custode, ça vient du latin protégé. Ça se présente comme un pilulier. Custodia. Et c'est une petite boîte dans laquelle on met une hostie consacrée. Une hostie consacrée destinée aux malades qui ne peuvent plus se déplacer à l'église, mais qui souhaiteraient communier. D'accord. C'est un objet sacré. Et donc, elle me remet cette custode hein, sur laquelle il y avait gravé en étain une Vierge Marie à l'enfant, à l'intérieur encore une petite croix. Et je me suis dit, bah voilà, bah, la réponse, ma chérie, tu l'as, quoi. Jusqu'à ton lit de mort, tu continues, quoi. Parce que si c'est pas clair dans ta tête, mais qu'est-ce qui te fout, quoi? Incroyable. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est ce genre, voilà, de moisson, de moisson, ouais, de clin d'œil. Et alors, tu dirais que c'est plutôt une chance ou un handicap d'avoir cette sensibilité particulière quand on la gère? Est-ce qu'on la gère vraiment? Alors, ça, j'ai appris ça de mon père. Surtout ne rien provoquer. Hein. Surtout ne rien provoquer. Quand je pense aux gens qui s'amusent avec les Ouija, par exemple, ouais. Ils savent pas de quoi ils savent pas ce qu'ils attirent. Ils savent pas ce qu'ils font. Ouais. Fumer de la bœuf, c'est pareil. On sait pas ce qu'on attire. Donc, moi, j'ai jamais cherché à développer ce genre de truc. J'ai toujours tout accueilli. Et ce qui est très important dans ce type d'accueil, d'expérience, c'est de ne pas avoir peur. Parce que si vous avez peur, hein, vous nourrissez des énergies qui se nourrissent de ça. Donc, accueillir le truc. Alors après, on peut peut-être rentrer dans les détails de ce que je fais moi, mais sûr, je sais pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment tu t'appelles? Qui es-tu? Que puis-je pour toi? Ça, c'est déjà les premières phrases à poser. Et puis on voit très vite hein, si l'énergie est de quel type d'énergie il s'agit, hein, parce qu'il y a quand même des énergies qui peuvent être un peu vampirisantes, auquel cas on refuse le contact. Il y a une histoire de consentement dans l'histoire. Ouais, c'est important. Ouais, c'est important. Ouais. Ouais. Et donc il y a c'est marrant, il y a cette histoire d'autorisation. Tu disais ben voilà, laisser venir ce qui vient, accueillir les fleurs, accueillir, voilà. Ouais. On va faire une deuxième pause musicale et j'aimerais donc que tu nous présentes cette autorisation qu'on va écouter maintenant, rapidement, hein, oui. Juste en quelques mots. C'est un texte issu de mon dernier livre, Chronos, Nouvelles du temps qui froisse, qui est un ensemble de nouvelles où je raconte justement un de ces épisodes accueillant un mort. C'est du coaching de mort. Très bien. Eh ben, on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après.
retourner. Le type me regardait d'un regard intense. Il avait le teint blême et le corps sec. Mais j'ai pensé en le voyant comme s'il s'était agi d'une chose. C'est puissant. Le fait est que s'il avait le visage dévissé d'un vieil enfant, il possédait le corps musculeux d'un homme. Je compris que durant toute sa vie, sa mère l'avait empêché de vivre et que là, devant moi, il vibrait de cet empêchement. Il était encore jeune, n'avait jamais su dire ni je, ni non, et était mort, car il était mort, siphonné de l'intérieur, sucé comme une larve. Sa mère, horriblement honte. Hier, mort vivant, et là, mort errant. Il se tenait devant moi, accroupi, muet et implorant. Alors, comme il était mort d'amour et de manquement, je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai dit: je suis ta mère du pays des morts, et je t'aime. Et je te demande d'être celui que tu es. Sois. Je te le permets. Il a basculé dans cette première et ultime consolation. S'est coulé en moi, rendu à la paix, fondu dans la lumière. Depuis, comme tant d'autres, je le porte. Je le porte. IDFM Radio 98 FM. Vous êtes sur IDFM Radio et aujourd'hui dans l'émission Femmes en Lumière, Virginie Durand, performeur et auteur avec un E, est notre Femme en Lumière du jour. Alors Virginie, on vient d'écouter Horis. Donc cette autorisation, alors juste avant la pause, tu nous parlais de coaching de mort. On est parti dans un grand éclat de rire. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quelle est cette autorisation? Oui, donc il s'agit, dans le texte que vous venez d'entendre, il s'agit d'une autorisation donnée à une autorisation réelle que j'ai vécue, le fait d'embrasser un peu comme cette mère que cet homme qui est mort n'a pas eu.
je l'embrasse et je l'autorise à devenir ce qu'il est. Donc c'est vraiment une histoire vécue. Hein, ça peut paraître comme un truc. C'est une histoire vécue qui arrive aussi beaucoup dans la médiumnité. Et qui évidemment, bien sûr. Hein, et c'est donc extrait de Chronos. Auris, c'est le nom du groupe de Green Electro Pulse. Alors voilà. Que j'ai créé avec Arnaud Bonneau, qui est designer sonore, pour accompagner justement ces nouvelles qui sont toutes consacrées au temps. Donc Auris, c'est un duo sonore, et l'accompagnement de ce cycle de temps est fait grâce à des plantes vertes, c'est-à-dire que voilà, c'est normal. Donc elles sont les signaux électromagnétiques de ces plantes, cycle de la nature, viennent accompagner musicalement la fréquence de ces nouvelles consacrées au temps. Donc si vous voulez, ce que je fais autour de cette performance, c'est vraiment une performance consacrée au cycle de vie. Oui. Donc je te remercie parce que là tu viens finalement de nous expliquer ce que veut dire ce mot performeur. Hein. Voilà, on te présente comme ça depuis le début de l'émission, et on n'a pas finalement on n'avait pas encore pris le temps de l'expliquer, et donc ça c'est vachement important parce que t'es vraiment toi dans cette dynamique là, oui, tout à fait. D'être voilà, sur scène il se passe toujours quelque chose. Ouais. Alors comment est-ce que moi je ne connaissais pas du tout cette performance de faire parler, chanter la Green Electropulse. Ouais, les plantes, la Green Electropulse. Quand on y pense, on peut se dire ok, c'est totalement barré. Comment est-ce que les plantes parlent ou chantent? Est-ce que scientifiquement c'est prouvé? Comment tu arrives à le mettre en valeur? C'est-à-dire que ce sont des êtres vivants, les plantes, et à partir de ce moment-là, elles émettent des signaux électromagnétiques. Okay. Ces signaux électromagnétiques, on peut les capter avec des électrodes, ce que l'on fait, et ensuite on peut les traduire sous différentes formes. Donc sur scène, il y a des plantes. Sur scène, il y a des plantes. Vous leur branchez les petites électrodes. Absolument. Et les signaux électromagnétiques, en l'occurrence, sont traduits en signaux sonores. Okay. Qui sont eux-mêmes travaillés en direct. C'est pour ça que la part d'improvisation est importante par Arnaud Bonneau, qui est designer sonore. On aurait pu traduire ça autrement. C'est le principe si vous voulez, du détecteur de mensonges. Hein. On vous met des électrodes sur le corps, vous êtes un être vivant, c'est traduit en courbe. Ouais, bien sûr. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est traduit en ondes sonores. Ok. Et on fait des castings de plantes vertes, bien sûr, pour savoir celles qui... D'accord, elles répondent pas, on fait le casting de plantes quelles sont les meilleures plantes? Les plus loquaces. Alors, ou les plus, le pothos argenté est pas mal. Le pothos argenté. Le pothos argenté, le citronnier du Mexique, il est pas mal aussi. Les roses, est-ce qu'elles parlent, les roses? Alors, les roses, c'est chiant parce que ça pique. Ah, ouais. Et ouais, il y a des trucs quand même, par exemple, la sauge, c'est trop poilu, c'est trop épais. Donc les pour cactus, on évite. Voilà. Ouais. Alors moi, j'avais entendu que les plantes, elles émettaient des signaux en cas de stress. Ah oui, mais c'est vrai, bien sûr. D'accord, parce que sinon, quand elles vont bien, elles émettent d'autres signaux. C'est d'autres signaux quand même, sûr, qu'on arrive à capter. Elles sont complètement sensibles au degré d'hydrométrie. Est-ce qu'elles ont une terre sèche? Est-ce qu'elles ont une terre mouillée? Quand par exemple vous approchez vos mains d'une plante verte et que vous lui filez des claques, ça se sent. Oui. On dit que les plantes sont à l'image de l'environnement où elles grandissent. Oui, je pense. Alors moi j'avais lu quelque part qu'elles réagissaient. On pouvait détecter donc des réactions selon les personnes qui entrent dans la pièce, selon que la personne qui entre dans la pièce est la personne qui en prend soin, qui l'arrose, ou au contraire un enfant qui arrache les feuilles ou qui fait pas du tout. Et qu'elles avaient on pouvait tout à fait détecter. Bien sûr, elles sont sensibles à Mozart, c'est ça. Des plantes vertes. Pour autant que je sache. Ouais. Alors en tout cas, oui, vas-y. Alors moi j'avais quand même juste une question sur alors parce que donc t'as encore un autre projet là, une autre actu qui est les attracteurs étranges. Ouais, attracteurs étranges. Et c'est ça. C'est une création. Ouais. Alors juste avant que tu nous en parles, est-ce que déjà on peut venir te voir sur scène avec les plantes ou ce projet est terminé? Ah non, c'est en cours. Alors j'ai pas de prochaine date parce que justement là je suis pas mal focalisée sur attracteurs étranges. Ouais.
Ok. qui est une création et qui va demander de déployer pas mal de temps et pas mal de talent aussi. Bon, Et mais je les travaille pas infos seule dessus. seront, voilà, Ouais. mais les infos seront de toute façon disponibles sur Ouais. sur les réseaux, j'imagine. Et donc en fait, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Alors tu vas nous décrire un attracteur étrange dans Ouais. quelques instants. Tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. Mais avant ça, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans la présentation que tu en fais de ce projet. Ouais. Tu dis que l'œuvre et la performance peuvent être considérées comme une réponse aux crises identitaires de notre époque. Ouais. Alors là, Ouais. il va falloir qu'on développe peut-être. Ah oui. Alors, tu as 2 minutes. Donc là, t'as 2 minutes chronos. Non. Donc, disons que Attracteur étrange, pour restituer le truc, c'est une création. Donc, il nous reste à écrire le livret, la musique. Quand je dis nous, je mets au cœur du projet Caroline Subrebost, qui est pianiste, une comparse, une partenaire extraordinaire, que ce soit musicalement, intellectuellement, amicalement. Une grande chance de l'avoir rencontrée. Et l'idée, donc, dans Attracteur étrange, c'est de reprendre cette pièce qu'on a nommée des athanors, comme du nom des fours alchimistes. Vous savez, les fours qui purifient, qui raffinent, qui enlèvent les couches de l'oignon et qui font apparaître la belle pierre. L'or, ouais. Donc l'idée, c'est de poursuivre en 7 étapes ce processus d'identité, justement, d'affirmation de soi, depuis les couches les plus épaisses jusqu'aux couches les plus épurées. Oui, donc là, on est dans Et une performance on est dans une métaphysique, performance là, alchimique, ouais. alchimique. Là. Et donc, est-ce que ça suppose, pardon, je te coupe, Ouais. mais est-ce que ça suppose, est-ce qu'on veut amener à une transformation justement du spectateur, un petit peu comme on Alors c'est l'idée. On parlait de catharsis. C'est l'idée. C'est ouais. l'idée avec Caroline. De toute façon, on a un principe de base, c'est de partir du plus sombre et de toujours aller vers la lumière. Ça consiste en Toujours, quoi exactement? toujours. T'es sur scène? Comment ça se passe pour les Alors, spectateurs? alors d'abord, c'est dans le cadre du festival Pic Piano, Piano Pic, pardon. Le cadre du festival Piano Pic, qui existe depuis presque 30 ans maintenant, au Pic de Mindy, à Bagnères de Bigorre, un festival exclusivement dédié au piano. Et avec des immenses pianistes, un festival international. Donc là, concrètement, nous aurons 2 pianos à queue. D'un côté, un piano préparé, D'accord. c'est-à-dire un piano sur lequel seront posés des cymbales, des bouts de coton, des bouts de polystyrène, pourquoi pas des clous. On verra. En tout cas, l'idée, c'est de prendre le piano et puis de le transformer en un autre instrument. Et puis on aura également un disque clavier, donc toujours un piano à queue, qui a l'avantage, c'est un piano Yamaha, un C3, qui a l'avantage de pouvoir enregistrer, c'est-à-dire il y a des tas de capteurs partout, sur la lyre, sur les cordes, incroyable. sur les touches, Ouais. de pouvoir préenregistrer un morceau avec toutes les nuances pianistiques de l'interprète et de pouvoir ensuite être restitué à l'identique sur scène sans pianiste. Ah là là, incroyable. Alors, je D'accord. pense Donc, qu'on va surtout se rendre compte en écoutant. Oui, on va écouter un Donc extrait. là, je vous extrait. propose un extrait joué par Electrocorps, donc alias Caroline Subrebost, qui s'appelle In Cage. Et ce que vous allez entendre, alors bien sûr, il y a des effets qui sont mis a posteriori, mais c'est uniquement du piano préparé. Piano préparé. Eh In bien, Cage, Electrocorps. Run.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière et avec nous Virginie Durand, performeur et auteur, qui est notre femme en lumière du jour et qui va se prêter dans quelques instants à l'interview Spotlight. Virginie, es-tu prête ? Allons-y. Alors, si tu devais emmener un seul objet avec toi en cas de fin du monde, ce serait quoi ? Une bouteille d'eau. Ah bah oui, clair, efficace. Ok. Et si c'était un objet qui fait sens pour toi, Quelque chose. un truc inutile. Ouais. Tu sais, je pense à tes personnages d'Ange Movie. Là, je te fais vivre un petit peu ce que tu fais vivre à tes personnages. Ouais. Quelque chose de léger, quelque chose de, je pense une bague. Une bague ? Ouais, une bague. Une des 2 bagues que je porte là. Ouais. Ok. Ok. Si tu devais te téléporter dans une dimension parallèle. Ah ouais, ça Ah, m'est déjà quoi, arrivé plusieurs fois. ressemblerait-elle ? Voilà, c'est pas nouveau, hein. Alors du coup, il ressemble à quoi ce monde, finalement, dans lequel tu vis ? Ça dépend parce que si vous voulez, c'est une série de vibrations complètement différentes. Alors c'est laquelle, Donc, celle que tu préfères alors c'est celle où je ne sais plus quoi. C'est celle vraiment où je ne sais plus. Ça c'est génial. Il y a quoi comme couleur ? C'est blanc. Ah, c'est blanc. Ok. Bon. Si tu étais une ponctuation, laquelle Ouais. serais-tu ? Je serais un point d'exclamation. Ah, J'en étais ah sûre. J'en moi étais tu vois, sûre. non, moi j'aurais dit un point. Ah non. Quantique le point, enfin tu vois le truc, mais t'as fait non, le point à l'origine de tout. non. L'exclamation pour l'émerveillement, l'exclamation pour la joie, l'exclamation de l'étonnement. Aïe, aïe, aïe. Bon, très bien. Je me suis complètement plantée, moi. Alors, attention, qu'est-ce que tu aimes ? Alors, je sais que t'es complètement décomplexé avec la mort, Ouais. tout ça, donc on peut en parler. Qu'aimerais-tu avoir comme épitaphe ? Qu'est-ce qu'un épitaphe pour ceux qui ne savent pas ? Alors, c'est les derniers mots c'est ce posés qu'on sur met, une, tu sais, sur ta stèle funéraire, en fait, Ouais, sur une stèle funéraire. Un épitaphe. Si tu devais l'écrire toi-même. Je mettrais un épitaphe. C'est une contrée lointaine, peuplée de capitaines. Bon, alors vous avez 3 heures pour méditer là-dessus. J'adore. Alors, c'est une contrée lointaine, peuplée de capitaines. Capitaine. En plus, c'est très bien parce que du coup, capitaine, homme, femme, ça inclut tout. Waouh. Ok. Très bien. Alors, Virginie, existes-tu ou pas ? Non, je crois pas, non. non, ça c'est clair. Alors, ouais, c'est vrai. mais comment ça ? Comment C'est tu génial. C'est génial. Ça résout beaucoup de problèmes. Alors, comment tu peux nous dire ça ? Parce que je pense que. D'ailleurs, c'est comme ça. Alors, c'est drôle, parce que. Alors, c'est ce que je mets dans mes CV. Mais voilà, c'est nul, c'est ce que parce tu que mets les dans gens. Virginie Durand. Alors, n'existe pas. Comment tu dis là est partie des horloges. Comment Elle tu s'est dis retirée Elle s'est des horloges. retirée des horloges. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, ça veut quand dire même que. Parce que nous, on te voit, là. Ouais, bien sûr, mais il y a quand même des moyens d'échapper à la gravité et à la densité de ce monde, Dieu merci. Et le fait d'être, par exemple, très petit, de se mettre à la taille d'un grain de poussière, mes grains de poussière sont importants. Ça permet de passer sous les rouleaux compresseurs, indéniablement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de justesse quand on est dans la petitesse. Ça évite bien des emmerdes. Ça évite les manques. Ça évite les j'aurais dû, les j'aurais pu. Ça évite la culpabilisation, le sentiment d'injustice. Ouais, non, franchement, soyons petits, conscients de notre grandeur, mais petits. Oui, donc c'est quand même une façon d'exister quand même. Oui, bien Ouais. sûr, mais à la juste mesure, à la juste mesure, c'est toujours ça, la justesse. Ouais. La justesse. Et puis La et puis relativiser. Alors ça serait quoi le message, parce que tu parlais de transmission aussi dans tes vocations. Alors bon, tu l'as pas fait avec l'enseignement parce que bon, c'est pas un domaine qui t'a convenu. Ouais, j'ai toujours été quand même dans la transmission. Mais voilà, mais c'est ça. Donc là, qu'est-ce que c'était en pointillé, quoi. Ce qu'il y a de super dans la transmission, et c'est ce que vous faites finalement sur cette radio, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas ce que vous faites. Qui sait
Ça, c'est d'entre clair. vous, ce que vous êtes en train de provoquer là au moment où vous prenez votre micro, On n'en a aucune au moment où vous faites cette émission Femmes C'est en clair. lumière, quels sont vraiment, à quel endroit est-ce que vous êtes agissante, à quel moment, à quel endroit est-ce que vous êtes en train d'appuyer sur le bon bouton, vous ne savez pas, et c'est formidable. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte parfois de l'impact Vous que ne peut avoir savez pas, absolument, des mots, des rencontres. complètement. Et tu dis, d'ailleurs, c'est dans Ange Movie. Alors moi que je recommande, mais alors à la terre entière, vraiment. Non, mais là j'ai découvert un truc. Pour moi, c'est un des romans initiatiques les plus puissants que j'ai lu, Voilà, clairement, il est vraiment dans mon top. Best-seller. Best-seller en tout cas pour moi. Et d'ailleurs, tu fais dire à un moment donné, tout acte est agissant. Oui, bah bien sûr. Hein, et c'est ça, et on se rend pas toujours compte. Et tu dis aussi, les hommes sont si puissants s'ils savaient. Ouais, complètement. Et ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous de votre accueil. Parce qu'on se rend compte que, comme tu le dis, la petitesse, le fait de ne pas exister, mais la présence, le silence peuvent être parfois lourds de sens. Ouais. Et qu'on se rend pas compte de l'impact que peuvent avoir des mots, une œuvre, une musique, une chanson. Et merci pour tout ce que tu nous apportes dans ce monde. Alors, j'aurais une question pour la clôturer, cette belle émission. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, Virginie? La justesse, encore et toujours, la justesse. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci, c'est C'est adorable. tout ce qu'on te souhaite. On te souhaite vraiment le meilleur. Merci infiniment, Merci, Virginie, les filles. pour ce Merci. partage. On a hâte de te suivre sur les réseaux, de Où je ne voir suis pas, d'assister. évidemment, parce que les Ah, réseaux, bon, en je tout cas, ne sur suis nulle Internet. part sur les réseaux. Un petit peu sur Internet quand même. Ouais, bof. Sur YouTube, en tout cas, on Voilà, voit, ouais. on a quand même des traces de toutes ces performances complètement incroyables, de ces distorsions des mots, de la musique. Et si on veut te voir sur scène, comment est-ce qu'on fait? Alors là, bah écoutez, prochain truc que je vais donner, c'est un récital privé, donc D'accord. Bon, on ça va être suivra. un peu difficile. On suivra les actus. Ouais. En tout cas, merci infiniment Virginie Merci à à nouveau. vous, hein. Notre Merci émission encore. se termine. Un grand merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir accompagnés et on se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière mardi prochain de 18h à 19h en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, vous pouvez retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site d'idfmradio.fr, sur l'Instagram des Femmes en Lumière et sur notre chaîne YouTube. Encore un grand merci Virginie. Merci Merci à vous. Laetitia. À bientôt. Bonne route.